Le millionnaire a refusé toutes les femmes riches et a choisi de danser avec l'employé Paris, hiver 2024. Lors d'un bal luxueux donné dans le manoir de la famille Laurent, l'homme d'affaires Mathieu Laurent, héritier d'un empire hôtelier de 40 hôtels 5 étoiles et célibataire le plus convoité de France, est entouré des femmes les plus riches et influentes d'Europe. Toutes cherchent à attirer son attention. Toutes échouent. Jusqu'à ce qu'il aperçoive Élodie Rousseau, une jeune femme de 26 ans qui travaille à ramasser les coupes vides pendant l'événement. Elle ne le connaît pas. Elle ne veut rien de lui. Et c'est précisément pour cela qu'il traverse la salle sous les regards stupéfaits de toute la haute société parisienne et fait l'impensable. Il invite l'employé à danser. Pendant 3 minutes, sous les lustres de cristal, leur monde change à jamais. Mais le père de Mathieu, Jean-Pierre Laurent, patriarche inflexible qui a bâti l'empire au prix de sacrifices impitoyables, ne tolérera pas que son fils détruise des décennies de réputation pour un caprice romantique. Il lui lance un ultimatum. Soit Mathieu met fin à sa relation avec Élodie, soit il perd tout. Poste, héritage, avenir. Pire encore, Élodie commence à subir des pressions silencieuses mais cruelles. Mutée, humiliée, isolée. Lorsqu'elle comprend que sa présence est en train de détruire la vie de Mathieu, elle prend la décision la plus douloureuse de toutes. Elle disparaît sans explication, fuyant pour Lyon. Mais Mathieu refuse d'abandonner. Il la cherche pendant des jours, jusqu'à la retrouver dans l'atelier de sa tante en train de restaurer des meubles anciens. Lorsqu'ils se retrouvent enfin, Élodie prononce la phrase qui change tout. « Tu viens d'un monde qui ne m'acceptera jamais. Et je ne suis pas assez forte pour lutter contre lui. » La réponse de Mathieu est bouleversante. Il renonce publiquement à l'empire familial pour créer son propre projet. De petites maisons d'hôtes de charme où l'humain compte plus que le luxe. La première ouvrira à Lyon, à ses côtés. Mais l'amour survit-il lorsque deux mondes s'opposent, quand le prix du bonheur est tout ce que tu connais, et lorsque la plus grande menace ne vient pas de l'extérieur, mais de la peur de ne pas être à la hauteur? Une histoire de courage, de sacrifice et du choix impossible entre sécurité et vérité. Le froid de janvier mordait les façades haussmanniennes de l'avenue Montaigne. Sous le ciel lourd de Paris, les réverbères dessinaient des halos dorés sur le pavé mouillé. Devant l'hôtel particulier des Laurent, une file de voitures de luxe déposait des invités en fourrure et smoking impeccables. Les photographes se pressaient derrière les barrières de velours rouge, mitraillant chaque arrivée avec l'avidité de chasseurs guettant une proie rare. À l'intérieur, le salon principal était une cathédrale de lumière et d'opulence. 3 lustres en cristal de baccarat descendèrent du plafond stuqué comme des constellations suspendues. Les murs tendus de soie ivoire reflétaient l'éclat de centaines de bougies disposées sur des consoles en marqueterie. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi dans un coin, leurs archets glissant sur les instruments avec une précision mécanique. L'air sentait le parfum coûteux, le champagne millésimé et cette tension particulière qui accompagne toujours les rassemblements où chaque sourire cache un calcul. Mathieu Laurent se tenait près de la cheminée en marbre blanc, une coupe de Krug à la main qu'il n'avait pas touchée depuis 21 minutes. Grand, les épaules larges sous un costume Brioni gris anthracite taillé au millimètre, il avait ce visage aux traits nets que les magazines économiques qualifiaient de magnétique. Cheveux châtains coupés courts, mâchoire carrée, regard sombre qui semblait toujours observer au-delà des apparences. À 30 ans, il incarnait l'héritier parfait. Diplômé de HEC et de la London School of Economics, polyglotte, PDG adjoint de Laurent Hospitality Group, l'empire familial qui possédait 43 hôtels 5 étoiles à travers l'Europe. Ce soir, comme tous les soirs depuis des années, il jouait son rôle avec une aisance qui masquait l'ennui profond. Mathieu, mon cher. Une femme d'une 50aine d'années, coiffure laquée et collier de perles épais comme un câble, s'approcha avec le sourire carnassier d'une négociatrice aguerrie. « Je voulais te présenter ma nièce, Apolline. Elle revient justement d'un stage chez Christie's à Londres. Vous auriez tant de choses en commun. » Apolline apparut comme une apparition de catalogue. Robe Dior bleu nuit, cheveux blonds relevés en chignon savant, sourire impeccable. Elle tendit une main fine ornée d'une bague en saphir. « Enchanté, Mathieu. J'ai beaucoup entendu parler de vous. »« Tout le bien, j'espère, » répondit-il avec le ton poli et distant qu'il maîtrisait à la perfection. Elle rit, un rire cristallin et calculé. « Votre expansion vers les Alpes suisses est fascinante. J'ai lu l'article dans le Figaro. Une vision audacieuse. »
Mathieu hocha la tête, sentant déjà la conversation glisser vers les sujets convenus. Immobilier, marché financier, connaissances communes, peut-être une invitation à un vernissage ou un dîner chez Alain Ducasse. Il avait vécu cette scène 100 fois, 1000 fois. Apolline était charmante, éduquée, probablement intéressante, mais son intérêt pour lui était transparent. Le nom, la fortune, le statut. « Excusez-moi », dit-il en posant sa coupe sur un plateau qui passait. « Je dois saluer quelqu'un. » Il s'éloigna avant qu'elle ne puisse répondre, traversant le salon avec l'agilité d'un homme habitué à esquiver les pièges mondains. Plusieurs femmes le suivirent du regard. Certaines murmurèrent entre elles. Il l'ignora, cherchant un coin de respiration dans cette mer de visages familiers et pourtant étrangers. C'est alors qu'il la vit. Elle était au fond du salon, près d'une porte-fenêtre donnant sur la terrasse enneigée. Vêtue d'un uniforme noir simple, jupe droite, chemisier blanc, tablier discret, elle ramassait des coupes abandonnées sur une console. Ses gestes étaient efficaces, presque invisibles, comme si elle avait appris à se fondre dans le décor. Ses cheveux châtain clair attachés en queue de cheval basse révélaient une nuque fine et un profil délicat. Elle ne portait aucun bijou, aucun maquillage sophistiqué. Juste une présence simple, presque transparente. Mathieu s'arrêta. Il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle était la seule personne dans cette pièce qui ne le regardait pas. Ou peut-être parce que, dans sa simplicité, elle était la seule chose réelle au milieu de tout ce théâtre. Elle leva brièvement les yeux, de grands yeux gris-vert légèrement fatigués, et croisa son regard par hasard. Une fraction de seconde. Puis elle baissa la tête, gênée, et continua son travail. Mathieu sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Une curiosité. Une envie de savoir qui elle était, d'où elle venait, ce qu'elle pensait en voyant tous ces gens boire du champagne à 1 000 € la bouteille pendant qu'elle nettoyait derrière eux. Mathieu. La voix de son père le ramena brutalement à la réalité. Jean-Pierre Laurent s'approchait, imposant dans son smoking noir la démarche autoritaire d'un homme qui a bâti un empire à la force de sa volonté. 62 ans, cheveux grisonnants impeccablement peignés, regard d'acier. Il posa une main lourde sur l'épaule de son fils. « Le ministre de l'économie est là. Tu dois absolument lui parler du projet de Megève. Et la comtesse de Rochefort veut te présenter quelqu'un. Ne disparais pas comme ça. »« Bien sûr, père. » Jean-Pierre le fixa un instant, scrutant son visage comme s'il cherchait des signes de rébellion. Puis, il hocha la tête et s'éloigna vers un groupe de notables. Mathieu se retourna. La jeune femme en uniforme avait disparu. Élodie Rousseau avait appris depuis longtemps à devenir invisible. C'était une compétence essentielle quand on travaillait dans les événements haut de gamme, être présente sans exister, efficace sans déranger. Ce soir, elle faisait partie de l'équipe de 12 employés recrutés par Prestige Événements, la société qui gérait les réceptions privées de la haute société parisienne. Son rôle était simple, veiller à ce que les coupes ne restent pas vides, les cendriers jamais pleins, les nappes toujours impeccables. Elle se déplaçait entre les invités avec la fluidité du nombre, évitant les regards, esquivant les conversations. Autour d'elle, les rires étaient trop forts, les parfums trop lourds, les sourires trop blancs. Tout semblait artificiel, comme une pièce de théâtre où chacun jouait son personnage avec une conviction forcée. Élodie, elle se retourna. Madame Dufort, la responsable de l'événement, s'approchait d'un pas pressé. La cinquantaine sèche, chignon serré, tailleur strict, elle avait l'autorité cassante d'une directrice d'école. Elle travaillait pour la famille Laurent depuis 15 ans et considérait chaque événement comme une question d'honneur personnel. Les verrines de foie gras doivent être servies dans 8 minutes exactement. Assure-toi que les plateaux soient prêts en cuisine. Et vérifie les serviettes dans les toilettes du rez-de-chaussée. Quelqu'un a renversé du vin. Oui, madame. Élodie se dirigea vers la cuisine, soulagée de quitter le salon. Les couloirs de service étaient étroits, éclairés au néon, avec des murs blancs et un sol en lino gris. Le contraste avec le luxe du salon était saisissant. Ici, c'était le ventre du spectacle, là où la magie se fabriquait dans la sueur et l'urgence. La cuisine était un chaos organisé. 3 traiteurs en veste blanche s'activaient autour des plaques, sortant des verrines du réfrigérateur, essuyant les bords avec des gestes précis. L'odeur de truffes et de beurre clarifié saturait l'air. « Les plateaux sont prêts ?» demanda Élodie à Sofiane, un jeune cuisinier algérien qui travaillait avec elle depuis 6 mois. « 2 minutes, ma belle. Dis à la dragon de se calmer. »
Élodie sourit malgré elle. Sofiane avait ce don de transformer la tension en légèreté. « Elle va me tuer si je lui dis ça. Elle va te tuer de toute façon. Autant mourir en riant. » Elle l'aida à disposer les verrines sur les plateaux en argent, alignant chaque petite coupe avec soin. Ses mains étaient rouges, abîmées par les heures passées à manipuler des objets froids et des produits de nettoyage. Ce n'était pas la vie qu'elle avait imaginée en quittant Lyon 3 ans plus tôt, pleine d'espoir et de rêves vagues. Mais c'était la vie qu'elle avait, et elle s'y accrochait avec la dignité silencieuse de ceux qui n'ont pas d'autre choix. 1 heure plus tard, Élodie retourna dans le salon pour un dernier passage avant le service du dessert. Le quatuor avait cessé de jouer. Un pianiste avait pris le relais, ses doigts courant sur un Steinway noir comme des araignées gracieuses. Les invités dansaient maintenant, évoluant par couples sur le parquet ciré. Les robes tournoyaient, les smokings se mouvaient avec élégance. Tout était parfaitement chorégraphié, comme dans un ballet mondain. Elle ramassait des coupes abandonnées près d'une colonne quand elle sentit un regard sur elle. Elle leva les yeux. Mathieu Laurent était là à 3 mètres, la fixant avec une intensité troublante. Elle se figea, le cœur battant. Pourquoi la regardait-il? Avait-elle fait quelque chose de mal? Renversé quelque chose? Oublié une tâche? Puis, sous les yeux incrédules des invités, il traversa l'espace qui les séparait. Il s'arrêta devant elle. « Bonsoir », dit-il d'une voix calme, presque douce. Élodie sentit sa gorge se serrer. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Plusieurs personnes s'étaient arrêtées de danser pour les observer. Madame Dufort, au fond du salon, fronçait les sourcils. « Bonsoir, monsieur », murmura-t-elle, tenant toujours son plateau de coupe vide contre sa poitrine comme un bouclier. « Vous dansez ?» Le monde s'arrêta. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Vous dansez ?» répéta-t-il. Et cette fois, il souriait. Un vrai sourire, pas celui qu'il affichait depuis le début de la soirée. « Je travaille, monsieur. Je sais, mais j'aimerais danser avec vous, si vous acceptez. » Le silence autour d'eux devenait pesant. Les murmures commençaient. Élodie sentait les regards comme des lames sur sa peau. Elle aurait voulu disparaître, s'enfoncer dans le sol. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Mathieu, une sincérité, une vulnérabilité, qui la retenait. « Je ne sais pas danser », chuchota-t-elle. « Moi non plus. Pas vraiment. » Il tendit la main. Élodie regarda cette main, large, soignée, une montre Patek Philippe au poignet, et eut l'impression de se tenir au bord d'un précipice. Elle pouvait refuser, retourner à l'invisibilité, continuer sa vie comme avant, ou elle pouvait accepter et tout changer. Elle posa le plateau sur une console et prit sa main, ils dansèrent. Le pianiste jouait La vie en rose et Mathieu guida Élodie avec une douceur qui la surprit. Elle avait les mains moites, les jambes tremblantes, mais il tenait sa taille avec une assurance rassurante. Autour d'eux, les invités s'étaient écartés, formant un cercle silencieux. Certains semblaient choqués, d'autres amusés, quelques-uns scandalisés. « Ne regardez pas les autres », murmura Mathieu contre son oreille. « Regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui. Il avait un visage étrangement serein, comme s'il venait enfin de trouver quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Parce que vous êtes la seule personne ici qui ne veut rien de moi. » Les mots la frappèrent comme une gifle douce. Elle ne sut quoi répondre. Ils continuèrent à danser en silence. Et pendant ces 3 minutes suspendues, Élodie oublia qu'elle portait un uniforme, que ses mains étaient abîmées, qu'elle n'avait pas sa place dans ce salon doré. Elle oublia tout, sauf la chaleur de sa main sur sa taille et le regard qu'il posait sur elle comme si elle était la seule femme au monde. Quand la musique s'arrêta, les applaudissements furent hésitants, polis, mais tendus. Mathieu s'inclina légèrement, et Élodie, incapable de soutenir son regard plus longtemps, fit une petite révérence maladroite avant de s'enfuir vers la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Derrière elle, les murmures explosèrent comme une tempête. Dans les couloirs de service, Élodie s'appuya contre un mur, essayant de reprendre son souffle. Ses joues brûlaient, ses mains tremblaient. Qu'est-ce qu'elle venait de faire? Pourquoi avait-elle accepté? Qu'allait penser Madame Dufort? Et tous ces gens? Rousseau? La voix claqua comme un fouet. Madame Dufort arrivait, le visage fermé, les lèvres pincées. Dans mon bureau, immédiatement. Élodie la suivit, le ventre noué. Le bureau était une petite pièce encombrée de dossiers et de planning. Madame Dufort ferma la porte et se retourna, les bras croisés. « Qu'est-ce qui vous a pris ?»« Il m'a invité, madame. »
Je ne pouvais pas refuser. Vous ne pouviez pas refuser. La voix de Madame Dufort montait dangereusement. Vous êtes ici pour travailler, pas pour vous faire remarquer. Vous croyez que les Laurent vont tolérer ce genre de comportement? Vous croyez que vous allez devenir Cendrillon? Les mots étaient cruels, et Élodie sentit les larmes monter. Je suis désolé. Désolé ne suffit pas. Vous avez embarrassé toute l'équipe. Et vous m'avez embarrassé, moi. Que voulez-vous que je fasse? Madame Dufort soupira, frottant ses tempes comme si elle avait une migraine. Terminez votre service. Mais après ce soir, vous ne travaillez plus sur les événements Laurent. C'est compris? Élodie hocha la tête, ravalant ses larmes. Compris. Elle termina la soirée dans un brouillard de honte et de confusion. Elle nettoya, rangea, chargea les caisses dans le camion avec les autres employés. Personne ne lui parla. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec mépris. À minuit passé, elle quitta la demeure Laurent par la porte de service. Le froid de janvier la saisit immédiatement. Elle remonta le col de sa veste usée et commença à marcher vers le métro, les mains enfoncées dans ses poches. Mais elle ne put s'empêcher de se retourner une dernière fois. Derrière les fenêtres illuminées, les silhouettes continuaient de danser, boire, rire. Un monde dont elle ne faisait pas partie. Un monde qu'elle n'avait fait qu'effleurer l'espace d'une danse. Et pourtant, elle sentait encore la main de Mathieu sur sa taille et la façon dont il l'avait regardée, comme si elle était quelqu'un d'important. Elle secoua la tête, essayant de chasser ses pensées ridicules, et disparut dans la nuit parisienne. Partie 2. Les jours suivants. 2 jours plus tard, Élodie se réveilla dans son studio du 19e arrondissement avec le sentiment diffus qu'elle avait fait un rêve étrange. Puis elle se souvint, ce n'était pas un rêve. Elle avait dansé avec Mathieu Laurent, sous les lustres, devant tout le monde. Elle se leva et prépara un café dans sa petite cuisine encombrée. Le studio était minuscule, 12 mètres carrés, une fenêtre donnant sur une cour intérieure grise, un lit pliant, une table pliante, un évier et une plaque électrique. Mais c'était chez elle. Elle l'avait payé avec son travail, et cela lui suffisait. Elle consulta son téléphone. Aucun message de prestige événement. Madame Dufort avait tenu parole. Élodie était blacklistée des événements Laurent, mais elle avait d'autres contrats. Un cocktail chez un avocat le soir même, un brunch d'entreprise le samedi. Rien de prestigieux, mais de quoi payer le loyer. Elle s'habilla rapidement. Jean, pull en laine grise, basket usée, et sortit prendre le métro. Destination. Le Café des Lumières, un petit établissement près de la gare de l'Est où elle travaillait 3 après-midi par semaine comme serveuse. Le salaire était maigre, mais le patron, M. Haroun, était un Tunisien généreux qui la laissait manger les restes et ne posait jamais de questions. Le café sentait le pain grillé et le café brûlé. Les clients étaient des habitués, retraités qui lisaient Le Parisien, étudiants penchés sur leurs ordinateurs, ouvriers qui buvaient un demi avant de reprendre le chantier. Élodie enfila son tablier et commença son service, prenant les commandes avec le sourire poli qu'elle avait perfectionné. Vers 15 heures, alors qu'elle essuyait les tables près de la vitrine, elle vit une voiture s'arrêter de l'autre côté de la rue. Une limousine noire, longue, discrète. Son cœur fit un bond. La portière arrière s'ouvrit et Mathieu Laurent descendit. Il portait un jean sombre, un pull en cachemire beige sous une veste en cuir noir. Pas de costume, pas de cravate. Il semblait différent, plus jeune, plus accessible. Mais son visage avait toujours cette gravité tranquille qui faisait tourner les têtes. Il traversa la rue et poussa la porte du café. La clochette tinta. Tous les regards se tournèrent vers lui. Monsieur Haroun, derrière le comptoir, fronça les sourcils. Élodie, figée près d'une table, sentit ses jambes se dérober. Mathieu la vit immédiatement. Il s'approcha avec un sourire hésitant. « Bonjour, Élodie. » Elle ne put répondre. Sa gorge était nouée. Comment savait-il son prénom? Comment l'avait-il retrouvé? « Je peux vous parler quelques minutes ?» Monsieur Haroun s'approcha, protecteur. « Il y a un problème ?»« Non, non, » bafouilla Élodie. « C'est quelqu'un que je connais. » Mathieu tendit la main à Monsieur Haroun. « Mathieu, enchanté. » Le patron serra sa main avec méfiance, puis retourna derrière son comptoir en marmonnant quelque chose en arabe. Élodie conduisit Mathieu vers une table au fond, près de la fenêtre. Ils s'assirent face à face. Elle tortillait nerveusement une serviette en papier. « Comment vous m'avez trouvé ?» J'ai demandé à Madame Dufort. Elle n'était pas ravie, mais j'ai insisté.
Pourquoi? Il la regarda longuement, cherchant ses mots. Parce que je n'arrête pas de penser à vous depuis cette danse. Élodie sentit ses joues s'enflammer. Monsieur Laurent, Mathieu, appelez-moi Mathieu. Mathieu, répéta-t-elle, et le prénom sonna étrangement intime dans sa bouche. Vous ne me connaissez pas, cette danse. C'était juste. Quoi, un caprice? Une lubie? Il secoua la tête. Non, c'était la première fois depuis des années que je me sentais réel. Vous comprenez? Elle ne comprenait pas. Comment un homme qui possédait tout pouvait se sentir irréel? Je voudrais vous inviter à marcher avec moi, dit-il. Juste marcher, parler. Pas dans un restaurant chic, pas dans un endroit où on nous regarde. Juste, nous. Élodie hésita. Toutes les alarmes dans sa tête hurlaient qu'elle devait refuser, que c'était dangereux, que ça ne mènerait nulle part. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude, une sincérité, qui la touchait malgré elle. Mon service finit dans 1 heure. Je vous attends. Ils marchèrent le long du canal Saint-Martin, sous un ciel gris qui menaçait de neiger. Les berges étaient presque désertes, juste quelques joggeurs et des couples emmitouflés. Mathieu avait les mains dans les poches, le regard perdu sur l'eau sombre. Élodie marchait à côté de lui, silencieuse, encore incapable de croire que c'était réel. « Vous êtes né à Paris ?» demanda-t-il. « Non, Lyon. J'y ai grandi avec ma tante. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans, cancer, mon père. Je ne l'ai jamais connu. Je suis désolé. C'est vieux. » Elle haussa les épaules, mais sa voix trahissait une douleur enfouie. « Ma tante m'a élevé. Elle tient un atelier de restauration de meubles anciens. Elle m'a appris à poncer, vernir, réparer. J'adorais ça. Mais je voulais voir Paris. Alors je suis parti. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» Élodie rit amèrement. « J'ai trouvé des petits boulots, des studios minuscules et des gens qui me regardent de haut. Pas exactement ce que j'imaginais. » Ils marchèrent en silence un moment. Puis Mathieu parla, d'une voix plus basse. « Mon père a bâti l'Empire, Laurent, à partir de rien. Il a commencé avec un hôtel minable à Cannes et l'a transformé en chaîne internationale. Il a travaillé jour et nuit, sacrifié tout, y compris sa famille. Ma mère est partie quand j'avais 8 ans. Elle ne supportait plus d'être l'ombre d'un grand homme. Depuis, c'est juste lui et moi. Et l'entreprise, toujours l'entreprise. Vous ne voulez pas reprendre ? Je ne sais pas. » Il s'arrêta, fixant l'eau. « Parfois, j'ai l'impression d'être une pièce dans un mécanisme que je n'ai pas choisi. Tout est décidé. Mon travail, mes relations, ma vie et les gens autour de moi. Ils ne me voient pas. Ils voient le nom, l'argent, le pouvoir. » Il se tourna vers elle. « Mais vous ne saviez même pas qui j'étais. Vous étiez terrifié, mais vous avez accepté de danser. Pas parce que je suis un Laurent, juste parce que je voulais demander. » Élodie sentit quelque chose se briser en elle. « Vous idéalisez ça. Je ne suis pas spécial, je suis juste, fatigué et perdu, comme tout le monde. Peut-être, mais vous êtes vrai, et c'est rare. » Ils restèrent là, sur le pont, tandis que les premiers flocons de neige commençaient à tomber. Et pour la première fois depuis longtemps, Élodie se sentit vue, non pas comme une employée, une fille pauvre ou une erreur, mais comme une personne. Les semaines qui suivirent leur promenade le long du canal furent étranges, suspendues, comme un secret que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Mathieu trouvait toujours un prétexte pour passer au Café des Lumières, un café qu'il ne buvait jamais vraiment, un journal qu'il feuilletait sans lire. Élodie, de son côté, sentait son cœur faire un bond chaque fois que la clochette de la porte tintait. Il marchait, beaucoup, le long de la Seine, dans le Marais, sous les arcades de la place des Vosges. Ils parlaient de tout et de rien, de livres qu'ils avaient lus, de films qu'ils aimaient, de rêves qu'ils avaient abandonnés. Mathieu lui racontait ses voyages d'affaires à Dubaï, à New York, à Tokyo, des villes qu'il traversait sans jamais les voir vraiment. Élodie lui parlait de Lyon, de l'atelier de sa tante, de l'odeur de la cire d'abeille sur le bois ancien. Parfois, leurs mains se frôlaient. Parfois, leurs regards se croisaient tout trop longtemps. Mais ils n'allaient jamais plus loin, comme si franchir cette ligne invisible ferait exploser la bulle dans laquelle ils évoluaient. Un soir de février, sous une pluie fine, Mathieu la raccompagna jusqu'à son immeuble du 19e. Il se tenait sous l'auvent trempé, et Élodie cherchait ses clés dans son sac quand il posa doucement sa main sur la sienne. Élodie. Elle leva les yeux vers lui. Ses cheveux collaient à son front.
Ses yeux sombres brillaient d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue. Je ne peux pas continuer à faire semblant que c'est juste. Une amitié. Le cœur d'Élodie tambourinait. Mathieu, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on vient de mondes différents. Mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Elle voulait lui dire qu'elle ressentait la même chose. Que chaque nuit, elle s'endormait en repensant à leur conversation, à la façon dont il la regardait, à la chaleur de sa présence. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Et si ton père apprend? Et si les gens? Je m'en fiche. Non. Elle secoua la tête, des larmes mêlées à la pluie sur ses joues. Tu ne t'en fiches pas. Pas vraiment. Tu as une vie, une carrière, un nom à protéger. Et moi, je suis juste une fille qui sert des cafés. Ne dis pas ça. Pourquoi? C'est vrai. Elle recula cherchant ses clés avec des gestes fébriles. Je dois y aller. Élodie, attends. Mais elle avait déjà disparu dans l'entrée sombre de l'immeuble, le laissant seul sous la pluie. Le lendemain, Jean-Pierre Laurent convoqua son fils dans son bureau du siège social de Laurent Hospitality Group, avenue Hoche. La pièce était immense, froide, dominée par une table en acajou massif et des fenêtres donnant sur l'Arc de Triomphe. Des tableaux de maîtres ornaient les murs, un Monet, un Renoir. Le succès étalé comme un trophée. Jean-Pierre était debout devant la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Il ne se retourna pas quand Mathieu entra. « Ferme la porte !» Mathieu obéit, sentant déjà la tension dans l'air. « J'ai reçu des appels, » dit Jean-Pierre d'une voix glaciale. « De Madame de Rochefort, de Philippe Arnaud, de la comtesse de Sevigny. Tous me demandent si tu es devenu fou. Père, on te voit te promener avec une employée, Mathieu, une fille qui ramasse des verres lors de nos réceptions. Tu te rends compte du message que ça envoie? Le message que j'en ai assez de jouer un rôle ?» Jean-Pierre se retourna brusquement, le visage dur. « Un rôle? C'est ça que tu crois? Que tout ce que j'ai bâti n'est qu'un rôle? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai sacrifié ma vie pour cet empire. J'ai perdu ta mère parce qu'elle ne comprenait pas que la grandeur exige des sacrifices. Et maintenant, toi, mon fils, tu veux tout jeter par la fenêtre pour une. » Ne finis pas cette phrase. Le silence était lourd, électrique. Les deux hommes se faisaient une face comme deux généraux avant une bataille. « Elle s'appelle Élodie, » dit Mathieu d'une voix ferme. « Elle est intelligente, courageuse, honnête, et elle ne veut rien de moi. C'est ça qui te dérange, n'est-ce pas? Qu'elle ne soit pas impressionnée par notre nom. Ce qui me dérange, c'est que tu joues avec le feu. Les médias vont s'en emparer, les actionnaires vont s'inquiéter. Tu veux que notre crédibilité soit sapée par un caprice romantique? Ce n'est pas un caprice. Alors quoi, tu comptes l'épouser? La présenter au gala? L'installer dans un hôtel particulier? Jean-Pierre ricana. Tu crois qu'elle va survivre dans notre monde? Elle va se faire dévorer vivante. Et toi avec. Mathieu serra les poings. Tu ne la connais pas. Et toi, tu ne connais pas la cruauté de ce milieu. Jean-Pierre s'assit derrière son bureau, reprenant son masque de PDG imperturbable. Voilà ce qui va se passer. Tu vas mettre fin à cette relation, proprement, discrètement, et tu vas te concentrer sur le projet de Megève. J'ai organisé un dîner avec Camille Desmarest, la fille du ministre de l'économie, une femme brillante, diplômée de Sciences Po. C'est ce genre de femme dont tu as besoin à tes côtés. Je refuse. Tu refuses? La voix de Jean-Pierre était dangereusement basse. Tu es prêt à tout détruire pour une fille que tu connais depuis quoi? 1 mois? Oui. Jean-Pierre le fixa longuement puis hocha lentement la tête. Très bien. Si tu persistes, je vais être clair. Tu perds ton poste de PDG adjoint. Tu perds ton accès aux comptes de l'entreprise. Tu deviens un actionnaire minoritaire sans pouvoir décisionnel. Cher père, et cette fille, elle ne travaillera plus jamais dans l'événementiel à Paris. Je m'en assurerai personnellement. Le coup porta. Mathieu sentit quelque chose se briser en lui. Tu es en train de la menacer? Je protège notre famille. Fais ton choix, Mathieu. Mais réfléchis bien. Élodie apprit ce qui se passait par Madame Dufort. Elles se croisèrent par hasard dans le métro, ligne 4, un soir de mars. Madame Dufort, en manteau de laine noire, se tenait près de la porte, le visage fermé. Quand elle vit Élodie, son expression se durcit encore. « Mademoiselle Rousseau ». Élodie voulut détourner le regard, mais Madame Dufort s'approcha. « Vous êtes fière de vous ?»« Pardon ?»« Mathieu Laurent. Vous savez ce que vous êtes en train de lui faire. Il a été convoqué par son père.
Il risque de perdre sa place dans l'entreprise. Tout ça parce qu'il s'est entiché d'une. D'une quoi? Élodie sentit la colère monter. D'une pauvre? D'une moins que rien? D'une personne qui ne fait pas partie de son monde. Madame Dufort baissa légèrement la voix, et pour la première fois, Élodie y décela quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Vous croyez que c'est romantique, n'est-ce pas? Le riche et la pauvre. Mais ce n'est pas un conte de fées. Il va souffrir. Vous allez souffrir. Et au final, ça se terminera mal. Faites-vous tous les deux une faveur. Partez. Le métro s'arrêta. Madame Dufort descendit sans un regard en arrière. Élodie resta debout, tremblante, tandis que les portes se refermaient et que la rame repartait dans le tunnel obscur. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Assise sur son lit, elle repensait aux mots de Madame Dufort, au regard méprisant lors du bal, au murmure dans son dos. Et elle pensait à Mathieu, à sa gentillesse, à la façon dont il la regardait comme si elle était précieuse. Mais elle pensait aussi à son avenir, à la carrière qu'il risquait de perdre, à la famille qu'il risquait de détruire. Pouvait-elle vraiment être responsable de ça? À l'aube, elle prit une décision. Elle écrivit une lettre, courte, douloureuse, mais nécessaire. Mathieu, je ne suis pas faite pour ton monde, et tu le sais. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout ce que tu as bâti. Tu mérites quelqu'un qui peut marcher à tes côtés sans te faire trébucher. Ne me cherche pas. S'il te plaît. Élodie. Elle la glissa dans une enveloppe avec l'adresse du siège de Laurent Hospitality Group et la déposa dans une boîte aux lettres en allant travailler. Puis elle appela sa tante à Lyon. « Tante Margot, c'est moi, je rentre à la maison. » Mathieu reçut la lettre 2 jours plus tard. Il la lut dans son bureau et quelque chose se déchira en lui. Il froissa le papier, le jeta, puis le récupéra, le lissant avec des mains tremblantes. Il appela Élodie. Pas de réponse. Il retourna au Café des Lumières. Monsieur Haroun lui dit qu'elle ne travaillait plus là. Il appela Madame Dufort. Elle raccrocha. Pendant 3 jours, il la chercha comme un fou. Il interrogea tous les contacts qu'il avait dans l'événementiel. Personne ne savait où elle était, ou personne ne voulait le dire. Jusqu'à ce qu'une ancienne collègue d'Élodie, Amina, le contacte discrètement. Elle est retournée à Lyon, chez sa tante. Elle travaille dans un atelier de restauration de meubles. C'est tout ce que je sais. Mathieu raccrocha, prit ses clés de voiture et quitta Paris sans un mot à son père. Partie 4. Lyon, les racines et les choix. Lyon sous la pluie avait une beauté mélancolique. Mathieu traversa la ville en voiture, suivant l'adresse qu'Amina lui avait donnée. Une petite rue pavée du quartier de la Croix-Rousse, où les immeubles ocres se serraient les uns contre les autres, comme des livres sur une étagère. L'atelier portait une enseigne discrète. Margot Rousseau, restauration de mobilier ancien. À travers la vitrine, Mathieu vit des meubles en cours de rénovation, des pots de peinture, des outils suspendus au mur, et au fond, près d'un établi, Élodie. Elle portait une salopette en jean tachée de vernis, les cheveux attachés en chignon lâche, un masque de protection autour du cou. Elle ponçait une commode ancienne avec des gestes concentrés, précis. Elle semblait paisible. Plus paisible qu'à Paris. Mathieu poussa la porte. Une clochette tinta. Élodie leva la tête. Quand elle le vit, son visage se vida de toutes couleurs. Mathieu. « Bonjour, Élodie. » Ils se fixèrent en silence. Puis une femme d'une 50aine d'années émergea d'un arrière-atelier. Margot Rousseau était petite, énergique, avec des cheveux courts poivre et sel et des yeux vifs qui ne manquaient rien. Elle essuya ses mains sur un chiffon et regarda Mathieu avec curiosité. « Vous êtes qui, vous ?»« Mathieu Laurent, ami d'Élodie. » Margot haussa un sourcil puis regarda sa nièce. « C'est lui ?» Élodie hocha la tête, incapable de parler. Margot croisa les bras. « Eh bien, vous êtes venu de Paris juste pour la voir ?»« Oui. » « Et elle vous a demandé de venir ?»« Non. »« Alors pourquoi vous êtes là ?» Mathieu inspira profondément. « Parce que je ne peux pas accepter qu'elle disparaisse comme ça. Parce qu'elle me manque. Et parce que... » Il regarda Élodie. « Parce que je crois qu'on mérite mieux qu'une lettre et un silence. » Margot observa le jeune homme un long moment, puis soupira. « Bon, Élodie, tu fais ce que tu veux. Mais s'il est venu jusqu'ici, tu lui dois au moins une conversation. » Elle attrapa sa veste. « Je vais faire des courses, fermez en partant. » Elle sortit, laissant un silence pesant derrière elle. Élodie posa son papier de verre et s'assit sur un tabouret, le visage fermé. « Tu n'aurais pas dû venir. »« Pourquoi ?»
Parce que c'est plus facile de fuir? Je ne fuis pas. Je te protège. De quoi? De moi? Sa voix se brisa. De cette erreur que je représente. Tu as une vie, Mathieu, une famille, une carrière. Et moi, je suis juste une fille qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Tu crois que je sais ce que je veux? Mathieu s'approcha, s'agenouillant devant elle. Toute ma vie, on m'a dit quoi faire, où aller, qui être. Et pour la première fois avec toi, je me suis senti libre, libre d'être juste. Moi. Mais ça ne suffit pas. Les larmes coulaient, maintenant. Ton père te déteste à cause de moi. Les gens te jugent. Et moi, je ne suis pas assez forte pour supporter ça. Alors je vais être fort pour nous deux. Non, elle secoua la tête violemment. Tu ne peux pas tout abandonner pour moi. Ce serait une erreur. Et un jour, tu me le reprocherais. Mathieu prit ses mains, rouges, calleuses, abîmées par le travail. Regarde-moi. Tu penses vraiment que je suis ici par pitié, par caprice? Je suis ici parce que quand je suis avec toi, je respire, parce que tu me regardes comme un homme, pas comme un nom, mais ton monde. Je m'en fiche de mon monde. Menteur. Elle retira ses mains. Tu dis ça maintenant, mais dans 6 mois, dans 1 an, quand tu réaliseras tout ce que tu as perdu? Ils restèrent silencieux et Élodie sentit son cœur se déchirer, parce qu'elle voulait le croire. Elle voulait désespérément croire qu'il pouvait fonctionner, mais la peur était plus forte. « Je pense que tu devrais rentrer à Paris », murmura-t-elle. Mathieu se releva lentement. Son visage était dur, mais ses yeux trahissaient une douleur immense. « D'accord, mais sache une chose, je ne renonce pas. Jamais. » Il sortit sans un regard en arrière. Élodie resta seule dans l'atelier, entourée de meubles cassés en attente de réparation, et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère. Les jours suivants furent étranges. Mathieu ne repartit pas à Paris. Il loua une chambre dans un petit hôtel du vieux Lyon, l'hôtel de la Colline, un établissement modeste avec des murs en pierre apparente et des fenêtres donnant sur la Saône. Loin du luxe auquel il était habitué. Mais il s'en fichait. Chaque matin, il passait devant l'atelier de Margot. Il ne rentrait pas. Il se contentait de regarder à travers la vitrine, de voir Élodie travailler. Parfois, elle levait les yeux et leurs regards se croisaient. Elle détournait la tête, mais il revenait le lendemain. « Il est têtu, ton amoureux », remarqua Margot un jour, en mélangeant de la cire d'abeille. « Ce n'est pas mon amoureux. Alors pourquoi il ressemble à un chien perdu devant ma boutique tous les matins ?» Élodie ne répondit pas. Au bout d'une semaine, Mathieu poussa enfin la porte. Il portait un jean usé et un vieux pull. Il avait l'air fatigué. « Je cherche du travail », dit-il simplement. Margot leva les yeux de son établi. « Du travail? Oui. J'ai entendu dire que vous cherchiez de l'aide pour repeindre des chaises. Je peux faire ça. Vous? » Margot rit. « Vous savez tenir un pinceau? » Non, mais je peux apprendre. Élodie, figée près d'une armoire qu'elle vernissait, le regardait comme s'il était devenu fou. Margot croisa les bras, amusée. « Je paye au SMIC, c'est du travail manuel, des échardes, de la peinture sous les ongles, mal au dos, vous êtes sûr? » Absolument. Pourquoi? Mathieu regarda Élodie. Parce que je veux être là où elle est. Margot soupira, mais un sourire flottait sur ses lèvres. Bon, enfilez ce tablier, et ne cassez rien. Les semaines suivantes transformèrent Mathieu d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Il apprit à poncer, à peindre, à réparer des charnières cassées. Ses mains, autrefois impeccables, devinrent calleuses. Ses vêtements de luxe restèrent dans sa valise, remplacés par des jeans troués et des pulls en laine. Il découvrit la simplicité des repas chez Margot. Une soupe de légumes, du pain frais, du fromage de chèvre. Pas de chef étoilé, pas de plats compliqués. Juste de la nourriture faite avec amour. Il découvrit aussi Lyon. Pas les quartiers touristiques, mais les marchés du matin, les bouchons lyonnais où les ouvriers buvaient du Beaujolais, les petites librairies cachées, les rues pavées où le temps semblait s'être arrêté. Et surtout, il découvrit Élodie. Pas la version intimidée et effacée qu'elle était à Paris. Ici, dans son élément, elle était vivante. Elle chantonnait en travaillant, discutait avec les clients, racontait l'histoire des meubles qu'elle restaurait. Elle avait une passion, un talent, une place dans le monde. Un soir, après avoir terminé de peindre une série de chaises en bleu pastel, Mathieu et Élodie se retrouvèrent seuls dans l'atelier. Margot était partie chez une amie. La pluie tambourinait sur le toit. « Tu es doué », dit Élodie, examinant son travail. « Menteur. » Elle sourit.
Un vrai sourire pour la première fois depuis des semaines. D'accord, tu es nul, mais tu t'améliores. Ils rirent, et dans ce rire, quelque chose se dénoua. Mathieu s'assit sur un tabouret, épuisé, mais étrangement heureux. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Même avec de la peinture dans les cheveux? Surtout avec de la peinture dans les cheveux. Élodie s'assit en face de lui. Pourquoi tu es resté? Vraiment? Parce que j'ai compris quelque chose, dit-il lentement. À Paris, j'étais riche, mais ici, je suis vivant. Et c'est grâce à toi. Non, c'est grâce à toi. Tu as choisi de rester. Ils se regardèrent, et cette fois, Élodie ne détourna pas les yeux. J'ai eu peur, avoua-t-elle. Peur de ne pas être assez. Peur de te décevoir. Peur que tu réalises un jour que je ne valais pas tous ces sacrifices. Élodie, il prit sa main. Tu n'es pas un sacrifice. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle sentit les larmes monter. Et si ton père? Mon père fait ses choix. Je fais les miens. Et si je te fais souffrir, alors on souffrira ensemble. Il sourit. Mais au moins, on vivra. Élodie hocha la tête, et pour la première fois, elle laissa l'espoir entrer. 2 mois plus tard, quelque chose avait changé. Élodie avait pris une décision. Elle retourna à Paris, non pas pour fuir, mais pour affronter. Elle se présenta devant l'immeuble du siège de Laurent Hospitality Group, prit l'ascenseur, demanda à voir Mathieu. La secrétaire, surprise, la fit attendre. 15 minutes plus tard, Mathieu sortit de son bureau, les yeux écarquillés. « Élodie ?» Elle lui tendit une enveloppe. « C'est une invitation pour l'inauguration de ma boutique, à Lyon, dans 3 semaines. »« Ta boutique ?» Ma tante et moi, on s'est associés. On ouvre une annexe spécialisée dans les meubles sur mesure. Elle sourit nerveuse. C'est petit, c'est modeste, mais c'est à moi. Mathieu ouvrit l'enveloppe, lut l'invitation, puis la regarda, les yeux brillants. Tu veux que je vienne? Je veux que tu viennes, pas en tant que Laurent, en tant que Mathieu. Elle hésita. Mon partenaire, si tu veux toujours. Il ne répondit pas. Il la prit dans ses bras, là, au milieu du hall d'entrée luxueux, sous les regards choqués des employés. Et Élodie, pour la première fois depuis des mois, se sentit à sa place. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 3 jours avant l'inauguration, Mathieu convoqua une conférence de presse. Devant des dizaines de journalistes, il annonça qu'il quittait son poste de PDG adjoint de Laurent Hospitality Group pour lancer son propre projet. Laurent en vous, une chaîne de petites auberges familiales dans les villes de province, axée sur l'expérience humaine plutôt que le luxe ostentatoire. « J'ai passé ma vie à construire des palaces où les gens viennent oublier qui ils sont, » déclara-t-il. « Maintenant, je veux créer des endroits où ils peuvent se retrouver. » La première auberge ouvrirait à Lyon. Les journalistes explosèrent de questions. Certains le traitèrent de fou, d'autres de visionnaire. Jean-Pierre Laurent, assis au fond de la salle, ne dit rien. Mais son regard croisa celui de son fils. Et pour la première fois, Mathieu n'y vit pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait à du respect. Le jour de l'inauguration de la boutique d'Élodie, Lyon brillait sous un soleil de mai. La petite rue de la Croix-Rousse était remplie de curieux, d'amis, de clients potentiels. Margot, émue, coupait le ruban avec Élodie, tandis qu'un photographe du journal local immortalisait le moment. Mathieu était là, en jean et chemise simple, applaudissant avec les autres. Plus tard, alors que la foule se dispersait, Élodie le trouva dans l'atelier, contemplant une vieille armoire qu'ils avaient restaurée ensemble. « Tu es fière de toi ?» demanda-t-elle. « De nous, corrigea-t-il. » Elle sourit. Puis, prenant sa main, elle l'entraîna vers le centre de l'atelier vide. « Danse avec moi. Il n'y a pas de musique. On n'en a pas besoin. » Ils dansèrent, sous les fenêtres ouvertes, dans la lumière dorée du soir, sans témoin, sans jugement. Juste eux deux, enfin libres. Et c'était le début de tout. Les mois qui suivirent l'inauguration furent à la fois merveilleux et épuisants. La boutique d'Élodie connut un succès modeste, mais solide. Quelques commandes de particuliers, un contrat avec un petit hôtel de charme du Beaujolais, des articles élogieux dans la presse locale. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour vivre dignement. Le projet de Mathieu, en revanche, attira une attention médiatique considérable. Laurent et vous devint le symbole d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui rejetaient le luxe froid au profit de l'authenticité. Les journaux économiques publièrent des portraits de lui soulignant son courage et sa vision.
Certains le traitèrent de traître à sa classe, d'autres de pionnier, mais tous parlèrent de lui. Et c'était précisément cela qui commença à créer une fissure. Un soir d'octobre, Mathieu rentra tard à l'appartement qu'il louait à Lyon, près de la place Bellecour. Élodie l'attendait, assise à la petite table de la cuisine, une tasse de thé froid entre les mains. Elle avait les traits tirés. « Encore une interview ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Le Monde voulait un portrait pour leur supplément week-end. Il posa sa veste et s'assit en face d'elle. « Je suis désolé, je sais que j'ai dit que je rentrerais pour dîner. Ce n'est pas grave. » Mais son ton disait le contraire. Mathieu tendit la main vers la sienne, mais elle la retira doucement. « Élodie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle leva enfin les yeux. « Tu ne trouves pas ça ironique ?»« Quoi ? À Paris, tu te sentais étouffé par l'attention. Et maintenant, tu en reçois encore plus. Sauf que cette fois, c'est toi qui as choisi de l'accepter. Ce n'est pas la même chose. Vraiment. » Elle croisa les bras. « Tu passes tes journées à donner des interviews, à rencontrer des investisseurs, à planifier l'expansion. Tu es exactement comme avant. Sauf que maintenant, je suis censé applaudir parce que c'est ton projet et non celui de ton père. » Les mots frappèrent Mathieu comme des gifles. « Tu penses que je fais ça pour l'attention ? Je pense que tu as remplacé une cage par une autre. » Sa voix tremblait. « Et je pense que moi, je commence à me sentir comme un accessoire dans ta nouvelle vie. La fille simple qui t'a inspiré, celle qui donne de la crédibilité à ton histoire. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi dans chaque interview tu racontes notre histoire, notre danse au bal, mon atelier ?» Ses yeux brillaient de larmes. « Tu as fait de nous une marque, Mathieu, et je ne sais pas si j'existe encore en dehors de ça. » Il voulut protester, mais les mots restèrent coincés. Parce qu'au fond, il savait qu'elle n'avait pas tort. La première auberge, Laurent en Voue, ouvrit ses portes en novembre, dans un ancien relais de poste du Vieux-Lyon. La rénovation avait respecté les pierres apparentes, les poutres centenaires, mais ajouté un confort moderne et discret. 12 chambres, un restaurant avec des produits locaux, un salon avec cheminée où les clients pouvaient se retrouver autour d'un verre de vin. C'était exactement ce que Mathieu avait imaginé. L'inauguration attira du monde. Journalistes, blogueurs, influenceurs, anciens collègues de Paris. Jean-Pierre Laurent ne vint pas, mais envoya un message laconique. « Bonne chance ». 2 mots qui contenaient à la fois une bénédiction et une distance. Élodie était présente, en robe simple et cheveux lâchés, mais elle resta en retrait, observant Mathieu naviguer entre les invités avec l'aisance d'un homme né pour ça. Il riait, serrait des mains, expliquait sa vision avec passion, et elle réalisait, le cœur serré, qu'il était redevenu ce qu'il avait toujours été, un homme public. Élodie Rousseau. Elle se retourna. Une femme d'une 40aine d'années, élégante, lui tendait la main. « Nathalie Morin, journaliste à Lyon Mag. J'aimerais vous interviewer. Votre histoire avec Mathieu est fascinante. Je ne fais pas d'interview. » « Vraiment ? Mais vous êtes une partie essentielle de son parcours, la femme qui l'a changé. » Élodie sentit quelque chose se briser en elle. « Je ne suis pas un personnage dans son histoire. Je suis juste, moi. » Elle s'éloigna avant que la journaliste ne puisse insister, sortit de l'auberge et marcha jusqu'à la Saône. L'eau était noire sous le ciel d'automne. Elle s'assit sur un banc, frissonnante, et pleura. Mathieu la retrouva 1 heure plus tard. « Tu es parti. Je ne pouvais plus rester. » Il s'assit à côté d'elle, respectant la distance qu'elle imposait. « Qu'est-ce qui se passe, Élodie ? Dis-moi. Je ne sais plus qui nous sommes, » avoua-t-elle d'une voix brisée. « À Paris, tu étais malheureux parce que tu jouais un rôle. Alors tu es venu ici et j'ai cru que tu cherchais quelque chose de vrai. Mais maintenant, j'ai l'impression que tu as juste trouvé un nouveau rôle, celui de l'entrepreneur visionnaire qui a tout quitté par amour. Ce n'est pas un rôle. Alors pourquoi tu me regardes de moins en moins? Pourquoi tu rentres de plus en plus tard? Pourquoi, quand on est ensemble, tu es toujours ailleurs, à penser à ton prochain rendez-vous, ta prochaine interview? » Mathieu voulut nier, mais il ne put pas, parce qu'elle avait raison. Quelque part, dans l'ivresse du succès, il s'était perdu à nouveau. « J'ai peur, » murmura Élodie. « Peur qu'au final tu ne m'aies jamais vraiment vu, que j'ai juste été une échappatoire, une façon de te rebeller contre ton père. »« Non. Alors prouve-le. » Elle se leva, le regard dur. « Arrête de me raconter dans tes interviews. Arrête de faire de nous une histoire à vendre et commence à me regarder pour de vrai. » Elle s'éloigna dans la nuit, le laissant seul sur le banc, confronté à une vérité douloureuse. Il avait fui la cage de son père pour en construire une nouvelle. Et il y avait enfermé Élodie avec lui.
Les semaines suivantes furent un enfer silencieux. Mathieu annula plusieurs interviews. Il refusa des invitations à des conférences. Il passa plus de temps à l'auberge, dans les coulisses, à aider en cuisine, à parler avec les clients, à redécouvrir pourquoi il avait voulu créer ce lieu. Élodie, de son côté, se plongea dans son travail. Elle accepta une commande ambitieuse, restaurer un ensemble de meubles du XVIIIe siècle pour un château dans l'Ain. Cela nécessitait des semaines de travail minutieux et elle s'y jeta avec une intensité presque désespérée. Ils se voyaient peu. Et quand ils se croisaient, les mots restaient coincés, remplacés par des sourires fatigués et des silences inconfortables. Un soir de décembre, alors qu'Élodie travaillait tard dans l'atelier, Margot entra avec 2 tasses de chocolat chaud. « Tu vas te tuer à travailler comme ça. Je dois finir cette commode. » « La commode peut attendre. » Margot posa les tasses et s'assit sur un tabouret. « Qu'est-ce qui se passe avec Mathieu ?» Élodie continua à poncer, évitant le regard de sa tante. « Rien. Menteuse. Vous vous évitez depuis des semaines. C'est compliqué. L'amour est toujours compliqué. » Margot but une gorgée de chocolat. « Mais si tu l'aimes vraiment, tu dois lui parler. Pas fuir, pas bouder, parler. Et si je réalise qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, alors au moins tu sauras. » Margot posa une main sur l'épaule d'Élodie. « Ta mère aurait voulu que tu sois courageuse, pas prudente, courageuse. » À la mention de sa mère, Élodie sentit les larmes monter. « Elle me manque. Je sais, ma chérie. Elle me manque aussi. » Le lendemain, en rangeant de vieux cartons dans l'arrière-boutique pour faire de la place aux nouvelles commandes, Élodie tomba sur une boîte qu'elle ne reconnaissait pas. Elle portait l'écriture de Margot, affaire de Claire, le prénom de sa mère. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des photos jaunies, des lettres, un vieux foulard en soie et un cahier relié en cuir. Elle reconnut immédiatement l'écriture de sa mère sur la couverture. « Pour Élodie, quand elle sera prête. » Les mains tremblantes, elle ouvrit le cahier. Entrée du 12 mars 2006. « Ma petite Élodie, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là. Je suis désolée. J'aurais voulu te voir grandir, devenir la femme que je sais que tu seras. Mais la vie en a décidé autrement. Je veux te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais dû te dire en face, mais que je n'ai jamais eu le courage de faire. Quand j'avais ton âge, j'ai rencontré un homme. Il s'appelait Antoine. Il était architecte, brillant, ambitieux. Je l'aimais, et il m'aimait, je crois. Mais il venait d'un monde différent, une famille aisée, des attentes énormes. Sa mère me détestait, son père me trouvait inapproprié. J'étais juste une fille d'ouvrier, avec des rêves simples. Un jour, il m'a demandé de partir avec lui à Paris, de tout recommencer ensemble. Mais j'ai eu peur, peur de ne pas être assez, peur de le décevoir. Alors j'ai refusé, et il est parti sans moi. Je me suis marié avec ton père quelques années plus tard. C'était un homme bon, mais je ne l'ai jamais aimé comme j'aimais Antoine. Et quand il est parti lui aussi, je me suis retrouvé seul avec toi, dans cet atelier, avec des regrets qui me rongeaient. Élodie, ma chérie, si un jour tu rencontres quelqu'un qui te regarde comme si tu étais le soleil, quelqu'un qui est prêt à changer sa vie pour toi, quelqu'un qui t'aime malgré tout ce qui vous sépare, ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse pas la peur décider à ta place. L'amour vrai est rare, plus rare que l'or, plus rare que la chance. Et si tu as la chance de le trouver, accroche-toi, même si c'est difficile, même si le monde entier te dit non. Accroche-toi. Parce que les regrets, ma chérie, sont bien plus lourds à porter que les erreurs. Je t'aime. Pour toujours. Maman Élodie ferma le cahier, les joues inondées de larmes. Elle resta assise par terre, au milieu des cartons, pendant ce qui sembla des heures. Les mots de sa mère résonnaient en elle, se mêlant à ses propres peurs, ses propres doutes. Elle avait repoussé Mathieu. Elle l'avait jugé, accusé de jouer un rôle, alors qu'elle-même jouait le sien. Celui de la fille blessée qui refuse de croire qu'elle mérite d'être aimée. Elle se leva, essuya ses larmes et prit son manteau. Il était temps d'être courageuse. Mathieu était seul dans l'auberge, assis au bar, un verre de whisky devant lui qu'il n'avait pas touché. Dehors, la neige commençait à tomber, transformant Lyon en carte postale. Mais il ne regardait rien. Il pensait à Élodie, à la distance qui s'était creusée entre eux, à l'impression douloureuse qu'il était en train de la perdre. La porte s'ouvrit. Il leva les yeux. Élodie se tenait là, les cheveux couverts de flocons, le visage rougi par le froid et les larmes. Élodie.
Elle traversa la salle et se planta devant lui. J'ai lu une lettre de ma mère. Il attendit, sans oser bouger. Elle m'a dit de ne pas laisser la peur décider à ma place. Sa voix tremblait. Et j'ai réalisé que c'est exactement ce que je fais, depuis le début. J'ai peur, Mathieu. Peur de ne pas être assez. Peur de te perdre. Peur de t'aimer trop et de me briser si ça ne marche pas. Élodie, laisse-moi finir. Elle inspira profondément. Tu as raison, j'ai été injuste. Je t'ai accusé de jouer un rôle alors que c'était moi qui me cachais, qui refusais d'être pleinement là. Parce que si je m'engageais vraiment, si je me donnais vraiment, alors la douleur de te perdre serait insupportable. Mathieu se leva, les yeux brillants. Tu ne vas pas me perdre. Tu ne peux pas promettre ça. Non. Il prit ses mains. Mais je peux promettre que je vais essayer. Chaque jour. Même quand c'est difficile. Même quand je me perds dans le travail. Même quand j'oublie de te regarder. Je vais essayer. Et moi aussi. Elle sourit à travers ses larmes. Je vais essayer d'être courageuse, d'arrêter de fuir, d'accepter que tu m'aimes, même si je ne comprends pas toujours pourquoi. Veux-tu que je te le rappelle? S'il te plaît. Il caressa doucement son visage. Je t'aime parce que tu es honnête, parce que tu travailles avec tes mains et que tu crées de la beauté à partir de choses cassées. Je t'aime parce que tu n'as jamais voulu rien de moi sauf moi. Je t'aime parce que quand je suis avec toi, je n'ai pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre. Élodie ferma les yeux, laissant les mots pénétrer enfin. Je t'aime aussi, et j'ai peur, mais je t'aime quand même. Ils s'embrassèrent alors, pour la première fois depuis des semaines, et ce fut comme revenir à la maison après un long voyage. Les mois suivants furent différents, pas parfaits. Il y eut encore des disputes, des malentendus, des moments de doute. Mais ils apprirent à se parler, vraiment parler, sans attendre que l'autre devine, s'enfuir quand c'était difficile. Mathieu réduisit sa présence médiatique. Il délégua davantage, embauchant une directrice générale pour gérer l'expansion de Laurentin Vous, pendant qu'il se concentrait sur l'essentiel, créer des lieux où les gens se sentèrent bien. Il passait des après-midi à l'atelier d'Élodie, ponçant du bois, apprenant à réparer des tiroirs coincés, riant de ses erreurs. Élodie, de son côté, accepta de participer à quelques interviews, pas comme la femme d'eux, mais comme restauratrice de meubles. Elle parla de son métier, de sa passion, de l'importance de préserver le patrimoine, et elle découvrit qu'elle avait une voix, et que cette voix comptait. Un soir de printemps, assis dans la cour de l'atelier sous un cerisier en fleurs, Mathieu posa une question qu'il n'avait jamais osée. « Tu veux des enfants ?» Élodie, surprise, leva les yeux de son carnet de croquis. « Un jour, peut-être. Pourquoi ? Parce que j'essaie d'imaginer notre avenir, et je veux savoir si tu y penses aussi. Tout le temps. » Elle sourit. « Mais je ne suis pas pressé. J'aime où nous sommes maintenant. » « Moi aussi. » Il prit sa main. « Mais je veux que tu saches que je suis là pour le long terme. Pas juste pour maintenant. Pour toujours. Pour toujours. C'est long. » Justement. En juin, Mathieu reçut une lettre inattendue. Elle venait de son père. « Mathieu, cela fait presque 1 an que tu as quitté l'entreprise familiale. Je t'avoue que j'étais en colère, blessé même. J'avais l'impression que tu rejetais tout ce que j'avais construit. Mais j'ai suivi ton parcours. J'ai lu les articles. J'ai même visité ton auberge à Lyon, discrètement, bien sûr. Et j'ai compris quelque chose. Tu n'as pas rejeté ce que j'ai bâti. Tu as juste choisi de le faire à ta manière. Et peut-être que ta manière est meilleure que la mienne. Je ne suis pas doué pour les excuses. Je ne l'ai jamais été. Mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Pas parce que tu réussis, même si c'est le cas, mais parce que tu as eu le courage de suivre ton propre chemin. Élodie a l'air d'être une femme remarquable. J'aimerais la rencontrer. Si vous acceptez. Ton père, Jean-Pierre Mathieu, relut la lettre 3 fois, incapable d'y croire. Puis, il la montra à Élodie. Elle la lut en silence, puis le regarda. « Tu veux qu'on y aille? Tu veux venir? Si c'est important pour toi, alors oui. » Ils prirent le train pour Paris un samedi de juillet. Jean-Pierre les reçut dans son appartement privé du 16e arrondissement. Pas dans le bureau froid de l'entreprise, mais dans son salon, où les livres s'entassaient sur des étagères et où un chat gris dormait sur un fauteuil. Il était plus vieux, plus fatigué que dans le souvenir de Mathieu. Mais ses yeux avaient quelque chose de nouveau, une douceur. « Élodie, » dit-il en lui serrant la main, « merci d'être venue. Merci de nous recevoir. » Ils parlèrent. De l'auberge, de l'atelier, de Lyon. Jean-Pierre posa des questions.
De vraies questions, pas des interrogatoires. Il écouta, et à un moment il sourit. « Tu lui ressembles, dit-il à Élodie. « À qui ?» À la mère de Mathieu. Elle aussi avait cette honnêteté, cette capacité à voir à travers les façades. Il regarda son fils. « J'aurais dû mieux la traiter. J'aurais dû comprendre que le succès ne vaut rien si tu es seul. » Mathieu sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. « Tu n'es pas seul, père. » Jean-Pierre hocha la tête, les yeux humides. « Je sais, maintenant. » En rentrant à Lyon dans le train qui filait à travers les champs dorés de Bourgogne, Élodie posa sa tête sur l'épaule de Mathieu. C'était bien. « Oui. Tu crois qu'on va réussir ? À quoi ? À tout. Nous. L'auberge. L'atelier. La vie. » Mathieu embrassa le sommet de sa tête. « Je crois qu'on va essayer. Et que c'est déjà beaucoup. » L'atelier d'Élodie avait doublé de taille. Margot et elle avaient embauché 2 apprentis. Les commandes affluaient, non seulement de particuliers, mais aussi de musées, de châteaux, d'hôtels de charme. Le travail d'Élodie avait été présenté dans un reportage sur France 3, et soudain, elle n'était plus la femme de Mathieu Laurent, mais Élodie Rousseau, maître restauratrice. Laurentin Vous avait ouvert 3 nouvelles auberges, une dans le Jura, une en Provence, une en Bretagne. Chacune avait son caractère propre, mais toutes partageaient la même philosophie, accueillir les gens comme des invités, pas comme des clients. Mathieu et Élodie ne s'étaient jamais mariés dans une grande cérémonie. Ils avaient signé les papiers à la mairie de Lyon, un mardi matin, avec Margot et Jean-Pierre comme témoins. Pas de robe blanche, pas de photographe, juste eux 4 et un déjeuner dans un bouchon lyonnais après. Mais un soir d'automne, dans la cour de l'atelier, Mathieu installa une vieille platine que Margot avait restaurée. Il mit un disque. Georges Brassens la non-demande en mariage. « Danse avec moi. » Élodie sourit. « Encore ?» ?»« Toujours. » Ils dansèrent sous les feuilles dorées qui tombaient doucement. Pas de lustres en cristal cette fois. Pas de regard scrutateur. Juste eux, la musique crépitante et le vent d'automne. « Tu sais ce que j'ai réalisé ?» dit Mathieu contre son oreille. « Quoi ? Que le luxe, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Le temps qu'on choisit de passer avec ceux qu'on aime. » Élodie sourit. « C'est beau. Tu devrais le mettre dans une interview. » « Non. » Il rit. « Cette pensée est juste pour nous. » Ils continuèrent à danser tandis que le soleil descendait derrière les toits de Lyon, peignant le ciel en rose et en or. Et dans cette lumière douce, ils surent qu'ils avaient retrouvé ce que tant de gens cherchent toute leur vie. Un endroit où être soi-même. Une personne avec qui être vrai. Pas un conte de fées. Juste une vie. Une vraie vie. Ensemble. Quelques années plus tard, un journaliste du Monde demanda à Mathieu lors d'une interview « Quel est votre plus grand succès ?» Mathieu réfléchit un moment, puis il sourit. « Le fait qu'à la fin de chaque journée, je rentre chez moi et que je suis heureux. C'est tout ? C'est tout. Et c'est tout ce qui compte. » Et parfois, tard le soir, quand l'atelier était fermé et l'auberge endormie, Mathieu et Élodie s'asseyaient sur le balcon de leur petit appartement avec vue sur la Saône. Ils ne parlaient pas toujours. Parfois, le silence suffisait, parce qu'ils avaient appris que l'amour n'était pas dans les grands gestes, les déclarations enflammées ou les sacrifices spectaculaires. L'amour était dans les petites choses, une tasse de café préparée le matin, une main qui trouve l'autre dans le noir, un sourire échangé après une longue journée, la certitude tranquille d'être là, ensemble, quoi qu'il arrive. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout.